Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, concept de vidéo un petit peu différent, tu me diras ce que tu en penses. Mais aujourd'hui, on va pas vraiment analyser un combattant ou analyser un combat ou quoi que ce soit, ou un aspect technique ou n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais littéralement mettre mon masque de coach en développement personnel. Et aujourd'hui, ce que l'on va regarder, c'est tout simplement que l'on va étudier les leçons de vie de tes combattants de MMA préférés, ok? Donc aujourd'hui, vraiment, comme je t'ai dit, je vais mettre mon masque de coach en développement personnel. Je vais me réveiller à 3h50 du matin pour me plonger la tête dans de l'eau glacée. Je vais sauter et me mettre en lévitation dans l'air pendant 4 minutes. Et on va pas perdre de temps. Et directement, comme je te l'ai dit, on va présenter aujourd'hui les leçons de vie de nos combattants de MMA préférés. Alors, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que sinon, spinning back kick, ok? Le premier combattant dont on va parler, donc, ce sera Jon Jones. Donc, quelle est la leçon de vie à retenir de Jon Jones? Ton plus grand ennemi dans la vie, c'est ta femme. Ok, c'est bon, j'arrête. Donc la leçon de vie à retenir de Jon Jones, c'est que ton plus grand ennemi dans la vie, bah c'est toi-même. Parce que les gars, ok, aujourd'hui je vais pas vraiment trop cracher sur Jon Jones, ok, genre c'est bon, j'ai déjà fait ma blague sur Jon Jones, il fallait que je la cale à un moment ou à un autre. Parce que sinon toi-même tu te dirais que c'est bizarre que on parle de leçons de vie de combattant et que je te parle de Jon Jones alors que l'on est dans la zone, alors que tu sais que je suis le plus gros hater de Jon Jones. Alors la raison pour laquelle je te dis que Jon Jones, son histoire, elle nous permet vraiment de comprendre que dans la vie, ton plus grand ennemi, bah c'est tout simplement toi-même. Bah c'est très clairement parce que Jon Jones, bien évidemment, je mets Dominic Reyes de côté. Là, on peut faire pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Je vais être ok avec vous, les fans de Jon Jones, ok? Pour aujourd'hui, tout simplement, on peut se dire que Dominic Reyes n'existe pas. Donc, si on regarde la carrière de Jon Jones, on se rend compte que Jon Jones, il a pas perdu techniquement, à part par disqualification, mais Jon Jones, personne n'a jamais réussi à le vaincre. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, parce que tu te rends compte que Jon Jones n'a jamais vraiment perdu, mais la seule personne contre qui Jon Jones a vraiment beaucoup perdu, et les plus grosses défaites en carrière de Jon Jones, ces défaites les plus notoires, bah, elles étaient tout simplement contre lui-même. Et la raison pour laquelle je te dis que ces défaites étaient contre lui-même, c'est tout simplement parce que tu vois qu'il a plusieurs fois été attrapé pour des comportements très mauvais, tu vois, en dehors de l'octogone, qui lui ont vraiment causé beaucoup de problèmes, au point qu'il en ait perdu sa ceinture. Donc ça veut dire que littéralement, il s'est fait lui-même prendre la ceinture, tu vois. Il a perdu la ceinture à cause de batailles internes qu'il n'a pas réussi à gagner. Donc c'est pour ça que je te dis que, en fait, Jon Jones, il te permet vraiment de comprendre que dans la vie, bah, ton plus grand ennemi, bah, c'est tout simplement toi-même. C'est vraiment toi-même. Et ça peut vraiment s'appliquer à un petit peu tous les domaines dans la vie. Tu vois, en fait, dans la vie, chaque jour, on a des batailles internes. Que l'on le veuille ou non. Chaque jour, on a des batailles internes. Je peux te donner l'exemple le plus flagrant, celui dont tout le monde parle, comme si c'était un truc difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que tu as envie de partir à la salle de sport. Et qu'à l'heure de partir à la salle de sport, vraiment, t'as pas particulièrement envie de partir. Tu vois, ça déjà, c'est une bataille interne. Je sais que c'est pas une bataille interne aussi prononcée que celle de Jon Jones, parce que la bataille interne de Jon Jones, peut-être que c'est plutôt sniff cette coke, ou bien j'ai envie de frapper ma femme. Peut-être c'est ça plus les batailles internes que Jon Jones il a. Mais à la fin de la journée, lorsque t'es un homme, t'es censé, ou lorsque t'es une femme également, j'imagine, t'es censé être en mesure de gagner ces batailles internes chaque jour, tu vois. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle Jon Jones nous permet vraiment de savoir que dans la vie, il faut que tu sois en mesure de te battre toi-même, de te contrôler toi-même. Et c'est là que tu pourras vraiment être le meilleur de tous les temps. En la personne de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui réussit clairement à battre tous ces démons. Georges Saint-Pierre qui gagne toutes ses batailles internes et qui gagne tous ses combats à l'intérieur de l'octogone. Mais je dis ça, je dirais. Le prochain dont je voulais te parler, ce sera Francis Ngannou. Donc Francis Ngannou, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de leçons à retenir de son histoire parce qu'elle était vraiment phénoménale. Mais j'ai juste envie de m'attarder sur un petit point de sa carrière parce que ça, c'est littéralement la leçon qui me touche le plus personnellement parce que j'ai eu à vivre des trucs un petit peu similaires. Connais ta valeur. Juste honnêtement, connais ta valeur. Peu importe qui tu es, peu importe je veux dire d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, juste connais ta valeur et ne laisse pas du tout les gens te manquer de respect, ok? La raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement, je veux dire, par rapport à l'histoire de Francis Ngannou, déjà je vais t'expliquer. C'est tout simplement parce que Francis Ngannou, comme tu le sais très probablement, déjà il a eu un parcours incroyable. Il a eu vraiment un parcours incroyable. Il venait des mines au Cameroun et après il a vraiment traversé le monde entier jusqu'à rejoindre l'UFC et devenir champion de l'UFC, tu vois. Donc ça c'est vraiment un parcours phénoménal.
Maintenant, le truc, c'est que lorsqu'il est devenu champion de l'UFC, bah, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout reconnu à sa juste valeur. Dana White ne le payait littéralement pas ce qu'il méritait et il n'avait pas l'impression de se faire promouvoir au point qu'il méritait en fait. Et il avait toujours des problèmes avec Dana White et tout. Il avait l'impression que Dana White ne le reconnaissait pas à sa juste valeur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le truc que, littéralement, la majeure partie du temps, des gens n'imaginent même pas le fait de quitter l'UFC en tant que champion. Littéralement, qui a déjà fait ça? À part, par exemple, les Georges Saint-Pierre qui, eux, ils avaient déjà toute leur carrière derrière eux. Mais qui va devenir champion, juste défendre sa ceinture une fois et juste se barrer comme ça? Ça, c'était vraiment l'un des moves les plus incroyables qu'il a décidé de faire. Et pourquoi? Parce qu'il se disait que, en fait, vous connaissez pas ma valeur. Donc, si vous n'arrivez pas à reconnaître ma valeur, bah moi, je vais partir autre part où on pourra reconnaître ma valeur comme elle est, tu vois. Et ça, c'était vraiment un move phénoménal. La raison pour laquelle les gens, ils ne font pas du tout ça, c'est tout simplement parce que l'UFC, elle a vraiment un monopole sur le MMA en général. Et c'est ça qui fait que, normalement, tu peux pas juste vraiment te barrer de l'UFC parce que sinon, tu seras moins reconnu, tu risques de gagner moins d'argent et quoi que ce soit. Mais en faisant ça, Francis Ngannou, il a vraiment fait un pari sur lui-même. C'est devenu l'agent le plus cher de l'histoire, je pense, à ce moment-là, l'agent libre, je veux dire. Et après ça, il a réussi à rejoindre le PFL, comme tu le sais très probablement. Il a gagné beaucoup plus d'argent que l'on n'a jamais gagné à l'UFC. Il a gagné beaucoup plus également, juste avec ces 2 combats de boxe qu'il a fait, l'un contre Joshua et l'autre contre Fury. Et donc vraiment, c'est devenu une icône incontournable. Il a vraiment fait beaucoup plus d'argent qu'il en aurait jamais fait à l'UFC. Et ouais, il est juste plus heureux, j'imagine, donc à la fin de la journée. Donc les gars, en gros, à la fin de la journée, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit en amitié, que ce soit un travail ou que ce soit n'importe quoi dans la vie, si t'as l'impression qu'on te respecte pas, si t'as l'impression qu'on ne te reconnaît pas à ta valeur, juste prends tes clics et tes claques et barre-toi. Parce que je peux te promettre qu'il y aura quelqu'un d'autre ou il y aura une autre situation dans laquelle tu seras reconnu à ta valeur. Ok, celui-ci, il va être rapide par contre. Israël Adesanya, sois toi-même. Genre, sois vraiment toi-même. La raison pour laquelle je te dis que ce truc de sois toi-même, je le mets en relation avec Israël Adesanya. Je pense que c'est la raison pour laquelle Adesanya, depuis que j'étais gosse, je le kiffais en fait. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement parce que Adesanya, bah en fait, ça va pas vraiment être le gars qui va essayer de faire le gars dur, le champion en tant que tel de l'UFC, tu vois. Adesanya, c'est un gars qui est plutôt chill et il assume totalement celui qu'il est. C'était vraiment l'un des premiers champions que l'on avait eu à voir, qui est juste là, chill comme ça, qui est un otaku. Il va venir, il va te faire des célébrations de manga, il va venir, il va assumer à 100% son côté otaku slash son côté nerd et tout ça, alors qu'il sait vraiment très bien que ce n'est pas le stéréotype typique du champion parfait de MMA, parce que lorsque tu penses à un champion de MMA ou de l'UFC, tu vas penser à quoi? En tout cas, je veux dire, à l'époque, tu allais penser plus à un Brock Lesnar, tu allais plus penser à un Rampage Jackson, tu allais plus penser, je sais même pas, genre, peut-être à un Dustin Poirier ou n'importe quoi, tu vois. Tu allais penser à un gars dur et tout, mais tu allais pas penser à juste un Adesanya qui vient, qui s'amuse et tout, et qui se bat. Donc, ouais, celui-là, je t'ai dit, genre, c'est une leçon de vie courte, mais vraiment, sois toi-même, assume celui que tu es à 100%. Si tu es un otaku, si tu es un nerd ou n'importe quoi, assume celui que tu es à 100%. N'essaie pas de te créer une autre personnalité juste pour plaire à des personnes, tu vois. Jorge Masvidal, ne pense pas trop, envoie un flying knee. Celui-là, honnêtement, j'aime trop cette leçon de vie. Parce que les gars, dans la vie, parfois, il y a des moments où il faut juste pas trop réfléchir, en fait. Il y a des moments où tu peux juste te lancer et faire ce que tu as envie de faire. Parce que le truc, c'est que dans la vie, parfois, on a trop tendance à vouloir attendre le moment parfait, ou bien que toutes les étoiles s'alignent, ou bien que les situations deviennent toutes parfaites pour vouloir commencer à lancer le projet que l'on a envie de lancer, ou bien pour pouvoir essayer de faire ce que l'on a envie de faire. Alors que parfois, dans la vie, tu dois juste faire comme Masvidal contre Ben Askren. T'es là, tu viens, tu lances ton flying knee, après tu regardes ce qui va se passer. Parce que, parlons de cette situation directement pendant 2 secondes, ok? Ben Askren, un lutteur d'intensité. On a tendance à oublier que Ben Askren était super chaud en lutte parce qu'il a perdu de manière flagrante comme ça contre Masvidal. Il a affronté Masvidal. Masvidal qui, on sait tous que c'est un striker, ok? Maintenant, lorsque un striker se bat contre un lutteur, c'est quoi le problème? C'est quoi la menace? C'est très clairement le fait que l'on t'emmène au sol. Donc lorsque un striker se bat contre un lutteur, la majeure partie du temps, tu peux le voir comme par exemple lors du combat de Alex Pereira contre Magomed Ankalaev. Le striker, la majeure partie du temps, il est vraiment très soucié par la menace de takedown. Il a vraiment peur de trop s'exposer afin de ne pas se faire emmener au sol.
C'est un petit peu pour ça que Pereira, il a été très bloqué contre Magomed Ankalaev. Mais étant donné que Masvidal était dans une situation qui était un petit peu stressante et tout, comme ça, en mode imagine on m'emmène au sol, et on risque de me dominer et de me tuer, ce serait vraiment pas très logique, n'est-ce pas, qu'il fonce directement et qu'il envoie un flying knee. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Dans un autre univers, peut-être que Ben Askren, il esquive juste ce flying knee, il enchaîne sur un takedown. Parce que Masvidal, il s'était littéralement mis dans une situation facile pour qu'on l'amène au sol. Mais il a juste pas trop réfléchi. Il s'est dit, bon, je vais le faire, on va voir ce qui va se passer. Et ça a marché. Il a eu l'un des KO les plus phénoménaux de l'histoire. Il est entré dans les livres en tant que le KO le plus rapide de l'histoire. Donc dans la vie, en fait, c'est ça le truc. Et ça aussi, j'avoue, c'est un truc dont je suis un petit peu trop coupable, en fait. Moi, j'ai trop tendance à attendre que toutes les étoiles s'alignent, ou bien me dire que dès que tout va bien se passer, bah, je vais juste pouvoir me lancer, tu vois. Alors que dans la vie, c'est pas ça. Il y aura jamais un moment où tout sera parfait, ok? Il y aura jamais un moment où absolument tout ce que tu veux se passera comme tu veux. Parfois, il faut juste que tu te lances, en fait. Je me souviens même, avant de lancer cette chaîne YouTube, je me souviens qu'il y a un moment où j'étais un petit peu gêné du regard des autres. Je me disais, oh, je me demande si les autres voient mes vidéos, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et ça, c'est une pensée qui avait retardé la date de lancement donc de ma chaîne YouTube pendant vraiment très longtemps, parce que je me disais, bon, il faut peut-être que j'apprenne à faire du montage vidéo avant de me lancer, il faut que j'achète une caméra, tout ça, parce que j'étais en train vraiment d'essayer de faire en sorte que tout devienne parfait avant de me lancer. Et puis un jour, je me suis réveillé. Après le combat entre Strickland et Adesanya, j'avais juste trop envie d'en parler. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé une vidéo et voilà, le reste c'est l'histoire. Parce que le truc, c'est que tu vas jamais arriver à cette situation dans laquelle tout se passe bien. Tu vas jamais arriver dans cette situation dans laquelle tout se passe exactement comme tu veux. Et pendant cette période, tu vas tout simplement perdre les meilleures années de ta vie, en fait. Tu gaspilles tes meilleures années, tu gâches ta vie. Tout simplement en attendant. Alors peu importe le truc que tu as envie de faire de ta vie. Si tu as envie de prendre un combat amateur, inscris-toi. Si tu as envie d'entrer dans une compétition de jiu-jitsu, inscris-toi. Si tu as envie de perdre du poids, inscris-toi dans une salle de sport. Les choses ne vont jamais s'aligner dans la vie. Tu ne peux que commencer maintenant. Sean Strickland, bon celui-là il va être un petit peu similaire à celui de Adesanya, ça va être un petit peu rapide. Sois authentique, dis absolument tout ce que tu penses. Bon après, fais un petit peu attention à quand tu le dis, où tu le dis. Mais reste authentique à celui que tu es, ok? Même si t'es un raciste ou n'importe quoi, assume la personne que tu es à 100%. Mais après, je sais pas, peut-être essaye d'ouvrir ton esprit pour d'autres opportunités et tout. Mais reste authentique à la personne que tu es. Vraiment, j'en ai beaucoup d'autres. Donc si tu veux, je pourrais faire une partie 2 à cette vidéo plus tard. Mais on va terminer sur celui-ci. Charles Oliveira, c'est pas parce que tu as eu un mauvais début que tu auras une mauvaise fin. Alors pour celui-ci, clairement, si tu regardais l'UFC depuis 2020 environ, tu vas automatiquement savoir de quoi je parle, ok? Charles Oliveira, en fait, son histoire, c'est l'une des plus inspirantes que j'ai entendues de ma vie. Je vais vraiment t'épargner les détails, tu peux aller regarder une vidéo YouTube qui va t'expliquer en détail l'histoire de Charles Oliveira. Mais Oliveira, déjà, lorsqu'il était enfant, on lui a diagnostiqué une maladie qui lui faisait comprendre qu'il ne pourrait pas devenir un athlète dans n'importe lequel des sports. Et aujourd'hui, on voit directement celui qu'il est, tu vois. Mais en plus de ça, Charles Oliveira, il avait un petit peu une réputation d'abandonneur. Il avait une réputation d'un gars que dès que les choses deviennent difficiles, bah, automatiquement, il abandonne, tu vois. Ça, c'est vraiment la réputation que Charles Oliveira, bah, il avait. Donc, je peux te rappeler qu'en 2015, quasiment back-to-back, il avait perdu contre Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas et Paul Felder. Il a vraiment eu beaucoup de défaites. Et le truc, c'est que c'est pas simplement des défaites en mode à la décision ou des trucs comme ça. La majeure partie du temps, c'était juste que on avait l'impression que Charles Oliveira, dès que les choses devenaient difficiles, dès qu'il commençait à recevoir beaucoup de coups et tout, il abandonnait un petit peu. Un petit peu comme lors de sa défaite par TKO contre Max Holloway. Et donc les gens, ils se sont vraiment moqués de lui. C'était en mode, ouais, non, lui, c'est une tapette. Ouais, il a peur. Lui, il ne mérite pas du tout d'être à l'UFC, patati patata. Tout le monde disait qu'il allait se faire virer de l'UFC et tout. Et après, il s'est réveillé un jour. Il s'est dit, vous savez quoi, en fait, non, moi, je suis un lion. Je pense même que c'est à ce moment qu'il s'est tatoué le lion sur le dos. Ou bien qu'il s'est ajouté d'autres tatouages. Faudrait que je vérifie, en tout cas. Mais c'est à ce moment-là, vraiment, qu'il a vraiment décidé de reprendre sa vie en main. Il a décidé de croire en lui et également il s'est teint les cheveux en blond et là on a vraiment eu Charles Oliveira Prime. Il est rentré sur un run de fou et il n'a plus perdu un combat de 2018 à 2022.
Et quasiment toutes les personnes qui disaient que lui c'est un abandonneur et que c'est une personne qui n'a pas de courage ni rien, comme Justin Gaethje, bah il est juste revenu et il les a battus derrière, tu vois. Et bien évidemment, comment est-ce que j'aurais pu oublier de le dire, il est devenu champion de l'UFC et il a argumentablement eu 2 défenses de titre. Donc Charles Oliveira, vraiment, c'est pour ça qu'il a vraiment beaucoup de fans, parce que c'est une super grosse source d'inspiration. Mais en tout cas, tu me dis ce que tu penses de ces quelques leçons de vie. Honnêtement, comme je te dis, dans mes notes, j'en ai tellement d'autres. Mais on pourrait peut-être en parler une autre fois. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as envie de plus de vidéos de ce style? Ou bien est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu as envie juste que je fasse des analyses? Ou bien que je parle de l'aspect technique du MMA? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite juste pas à t'abonner à la zone. Un petit like ne ferait pas de mal non plus. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.